Oui, aujourd'hui nous recevons Thibaut Verbiest qui est avocat donc du cabinet qui s'appelle Meta Law qui est basé à Bruxelles et à Paris. Mais Thibaut est consulté par énormément d'entreprises d'envergure européenne sur le domaine des crypto-monnaies, des fintech, de la blockchain. Donc c'est vraiment un spécialiste. D'ailleurs il écrit des bouquins là-dessus. Le dernier livre s'appelle Trop risquer les cryptos avec un point d'interrogation bien sûr. Il nous en parlera certainement dans cet épisode. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui avec Thibaut, c'est que Thibaut donne des cours sur justement la qualification des crypto-monnaies et cet aspect réglementaire autour des cryptos dont tout le monde parle aujourd'hui parce qu'on voit bien que les crypto-monnaies s'installent dans le paysage financier et que bien sûr ça agite énormément les gouvernements, les institutions, les banques. Et donc on a voulu faire cet épisode un peu spécial avec Thibaut Verbiest qui est vraiment spécialiste de ça et justement au moment même où il y a un procès retentissant qui existe depuis maintenant plus de 2 ans entre une entreprise crypto-monnaie qui s'appelle Ripple qui a émis un jeton, un token, une crypto et qui est justement très mal vu par le gendarme de la bourse qui s'appelle la SEC. Et l'idée globale et générale, c'est de se demander si est-ce qu'une crypto-monnaie c'est un actif financier. On pourrait même se demander est-ce que c'est vraiment une monnaie pour payer des choses, est-ce que c'est un actif financier comme une action en bourse par exemple, ou alors est-ce que c'est comme de l'or ou du pétrole, c'est-à-dire une marchandise. Et en fait ces 3 qualifications ça changerait tout dans le domaine des cryptos. Et le gendarme de la bourse aux États-Unis qui mène un peu la danse de la régulation est en train de se demander ça. Vraiment, on est au cœur de cette problématique. Thibaut est un spécialiste de ça. Donc, Thibaut, est-ce que tu pourrais déjà nous dresser un panorama rapide sur on en est où aujourd'hui? Une crypto-monnaie, c'est quoi? C'est exactement. Bonjour Thibaut. Déjà, bonjour. Oui, d'abord bonjour, oui, ravi de vous retrouver. Alors, l'affaire Ripple, elle lance vraiment un pavé dans la mare. Il y a un avant et un après affaire Ripple. On peut plus raisonner de la même manière avec cette décision. Maintenant, avant de rentrer dans la décision elle-même, rappelons où on en est avec les cryptos. Commençons par le plus évident. Le plus évident, c'est Bitcoin et toutes les cryptos qui ressemblent à Bitcoin. Bitcoin, vous le comprenez, il y a personne qui aimait Bitcoin. On est d'accord avec ça. Il n'y a pas une entreprise quelque part qui s'appelle Bitcoin SA et qui émet les Bitcoins. C'est émis par la blockchain elle-même. Il n'y a pas d'émetteur. C'est vraiment décentralisé. Et là, on a une crypto ou un token. Ça, j'utilise crypto et token comme des synonymes. Qui est utilisée. Cette crypto, elle est utilisée. Bitcoin est utilisée pour payer. D'accord ? C'est un moyen de paiement. Et ça, ce que je viens de décrire, on va dire que c'est la crypto ou le cryptoactif, synonyme, dans toute sa splendeur. Ok ? Personne ne va contester que ça, c'est une crypto. Ça, ce n'est pas une action d'une société, ce n'est pas une valeur mobilière, comme on dit parfois, c'est pas un produit financier qui serait capturé par des réglementations financières. Non. Et ça, on peut dire un grand nom, parce que c'est un nom en Europe, c'est un nom aux États-Unis et je pense à peu près dans tous les pays de la planète. J'ai toujours un petit doute avec les Chinois, parce que c'est jamais très clair ce que les Chinois font, parce qu'ils font et ils défont. Mais là-dessus, ok, on est cool, on va dire. Après, il y a les autres tokens qu'on achète, l'or, par exemple, d'ICO, c'est-à-dire, vous savez, ces ventes de tokens qui servent à financer des projets crypto, où ce qu'on vous vend, c'est une sorte de bon d'achat, de voucher, que vous allez utiliser plus tard pour pouvoir utiliser un service sur la blockchain. C'est pour ça qu'on appelle ça un jeton d'usage, un utility token. Mais quand vous achetez ces tokens, au début, en tout cas, vous le faites souvent pour faire un profit. Vous dites, waouh, super cool projet blockchain, c'est une startup qui a créé un token, c'est son token, hein, et du coup, il y a un émetteur là, et parce que ce token, il va servir à utiliser un système d'indemnisation pour tous les fermiers en Afrique, lorsqu'il y a une sécheresse de plus de 6 mois, eh bien, ils sont automatiquement indemnisés par le jeton via un smart contract. Donc, plus besoin de passer par un assureur centralisé qui, en plus, risque de ne pas indemniser
ou de contester que la sécheresse avait plus de 6 mois. Tout est automatisé avec un oracle, c'est-à-dire une source officielle d'information qui envoie au smart contract si plus de 6 mois de sécheresse, il faut indemniser les fermiers. Ça, c'est un token d'usage. Et ce token-là, il y a déjà un problème. C'est que en Europe, on va dire, ce n'est pas une action de société, ce n'est pas un produit financier, ce n'est pas une valeur mobilière, ce n'est pas réglementé par la réglementation financière, les bourses, Euronext, tout ça. Non, en Europe, on va dire ça. Mais aux États-Unis, ça va être différent. Aux États-Unis, pour une raison qu'on peut expliquer après, une raison juridique, le gendarme financier américain, il va dire, dans beaucoup de cas, il va dire non, c'est une valeur immobilière. Ben, vous allez dire, mais non, c'est pas une valeur, c'est parce que c'est pas une action de société, enfin. J'achète un token d'usage. C'est comme si j'achetais un bon d'achat. Et vous me dites que c'est comme une action de société. Et la SEC, donc le gendarme financier, va dire, ben oui, parce que chez moi, c'est pas comme en Europe. En Europe, il faut que ce soit une action de société, pas chez moi. Chez moi, il faut que ce soit un produit d'investissement, quelle que soit sa forme. Et ce qu'on va regarder, c'est à quoi ça sert, vraiment, principalement. Ouais, en fait, est-ce que ça sert à utiliser un service ou est-ce que ça sert à faire un bénéfice? Et oui, voilà, c'est ça. Parce Oui, que c'est ça fait de l'argent. Voilà, Ouais. on peut faire un profit avec. C'est comme une carte de fidélité de magasin. Imagine qu'une carte de fidélité, on puisse la revendre et en retirer un profit. qu'elle puisse prendre de la valeur. Qu'elle prenne de la valeur. Et là, le gendarme de la bourse dit, ah, bah alors s'il y a profit, il y a taxe, il y a régulation, il faut informer le consommateur, il faut faire des prospectus, etc. Ça paraît presque logique, C'est en ça. fait. Ça paraît C'est presque ça. logique, oui. Il y a du bon sens. Alors, il y a quelques conditions supplémentaires en droit américain pour que ce soit considéré comme une valeur mobilière. Le fait qu'il y ait un espoir de profit n'est pas la seule condition. Pour simplifier, il y a une deuxième, uniquement en droit américain, il y a une deuxième condition, c'est que le profit doit être généré grâce à l'effort de quelqu'un d'autre que l'acheteur. Donc, il faut que je sois passif. C'est le principe de l'investissement. Je te donne de l'argent et c'est toi qui va le faire fructifier pour moi par tes efforts. Moi, je fais rien. C'est quand j'investis à la bourse, je fais rien. Je fais rien d'autre que d'investir mon argent. Mhm. Vous comprenez? C'est pour faire la différence avec je suis associé avec toi et je vais bosser avec toi. C'est mon argent que j'ai mis, oui, dans cette entreprise commune, mais je vais bosser, je vais être actif. Là, ça, c'est pour les Américains, pas un investissement. C'est un investissement si je suis passif comme investisseur. Et c'est ça que la SEC regarde. La SEC, le gendarme financier, elle dit, ce token que vous avez mis, je parle ici d'ICO, hein. Je parle d'ICO, je parle pas de Bitcoin. Le token que vous avez mis, que vous avez vendu à un public, le public, pourquoi il l'achète? Il l'achète parce qu'en fait, il va le revendre dès qu'il peut. Il va le revendre sur une bourse d'échange pour faire un bénéfice. Et lui, il est complètement passif dans le développement du business qu'il y a derrière. Donc, moi, je considère que c'est une security, comme on dit en anglais. C'est une security. Un actif financier. Vous soyez un actif financier soumis à réglementation et enregistrement après la SEC. Mais on n'a pas ce cas en Europe. Attends, je t'arrête là, Thibaut. Avant de passer à l'Europe, il faut bien que les gens comprennent que, et toi tu les vois arriver les startups, il faut bien que les gens comprennent que des milliers de tokens, de crypto-monnaies sont liés à des projets startups. Des gens qui se réunissent, des investisseurs, des start-upers qui disent on a une idée, on va faire une blockchain comme ci, ou on va s'adosser à telle blockchain, on va rendre des services aux particuliers ou aux entreprises, on va structurer la société, on va lever des fonds auprès de Venture Capital, on va émettre un token et on va vendre ce token aux particuliers. Et effectivement, ça ressemble quand même très fort à ce que les entreprises font depuis 50 ans, c'est-à-dire une boîte, une start-up avec un produit, et au lieu de distribuer des actions, on distribue des tokens. Et c'est bien là où le gendarme dit mais regardez bien, vous faites exactement le même processus que depuis toujours avec des actions en bourse. Finalement. Mais c'est un peu du crowdfunding, c'est un peu équivalent au crowdfunding. Oui, c'est vrai. Alors là, du coup, en fait, la question que tu poses, elle est plus juridique, elle est politique. Elle est vraiment politique. C'est qu'à un moment donné, le régulateur, quand il voit un truc qui s'appelait une ICO, son premier réflexe, il va dire ouf, ça ressemble quand même à un investissement, ce machin. Hein. Quand je vois des gens qui achètent ça, je suis pas dupe. Je sais que les gens l'utilisent principalement, en tout cas au début, pas pour utiliser le service, mais pour faire un profit. Et oui. Donc, ça a quand même
l'odeur et la saveur d'un investissement. Et à partir de ce moment-là, ça devient politique. Je fais quoi avec ça? Ah ouais. Parce qu'on peut toujours changer la loi si la loi n'est pas adaptée. Hein. Si le régulateur estime que il faut vraiment aligner le niveau de protection de ce type de token avec les produits financiers, ben, il change la loi au pire, hein, si elle n'est pas adaptée. C'est politique, oui, parce que est-ce que c'est bon pour l'Amérique? Est-ce que les hommes politiques vont dire, oh, mais tout ça c'est bon pour l'Amérique, donc il faut laisser faire. Il faut laisser faire les ICO. Finalement, qu'est-ce qui a été décidé avec le projet Ripple? Non, la position américaine n'est pas bonne pour l'économie crypto. Et politiquement, jusqu'à présent, les États-Unis, c'est pas le terrain privilégié des cryptos. Alors après, c'est là où il y a le plus d'argent, c'est là où il y a les plus gros acteurs, et donc ça reste un marché important. Mais c'est un marché qui, jusqu'à présent, est extrêmement problématique d'un point de vue juridique et politique pour les cryptos. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'ICO, par exemple, d'origine américaine, on les a retrouvés, par exemple, en Suisse. Où elles étaient émises depuis la Suisse, parce que la Suisse offrait un cadre juridique et politique plus favorable et plus stable. Mais le jugement qui a été porté sur le projet Ripple, il est plutôt en faveur des cryptos. Alors, le projet, ok, on va dire un mot de Ripple. Ripple, c'est une crypto. C'est une crypto qui est centralisée, parce qu'il y a bien un émetteur. Donc, c'est pas comme Bitcoin. Il y a un émetteur qui d'ailleurs évolue dans le monde bancaire et qui émet un moyen de paiement utilisé par les banques. Donc, une sorte de SWIFT. Je simplifie. Et le Ripple a été vendu, donc je parle ici de la crypto, elle a été vendue au début à des investisseurs pour financer le développement du projet Ripple. Donc, comme on vend des actions, on a vendu Ripple en tant qu'émetteur, a vendu des tokens. Et puis Ripple, à un moment donné, le token, la crypto Ripple, XRP, est devenu public, c'est-à-dire qu'on l'a retrouvé, on pouvait acheter sur des exchanges comme Binance, Coinbase, etc. Ok, donc n'importe qui pouvait commencer à acheter et à revendre ces cryptos. Et à un moment donné, la SEC a dit, donc le gendarme financier américain a dit, moi j'estime que c'est une valeur mobilière, c'est une security. Vous auriez dû venir chez moi, vous enregistrer et ça aurait pris au moins 1 an pour que je vous donne l'autorisation, mais c'est ça la procédure. Faire des documents légaux, des prospectus, informer le consommateur, etc. Donc de la lourdeur. Vous ne l'avez pas fait, donc c'est une violation de droit américain, c'est même pénalement sanctionné, et vous devez donc proposer à tous ceux qui ont acheté des tokens que vous leur remboursiez s'ils le demandent. C'est une des sanctions quand on n'est pas enregistré, c'est que vous avez l'obligation, la SEC dit, tu dois proposer à tous les acheteurs que vous leur rachetiez au prix d'achat minimum tous les tokens qu'ils ont achetés. Et là, Ripple a dit non, j'estime que je ne suis pas une security, et il y a eu un procès avec un débat juridique, et la première manche, attention, c'est normalement la première manche, a été gagnée par Ripple, et tout le monde dans la crypto crie hurrah. Et alors, qu'est-ce que dit le tribunal? Il dit, donc c'est une victoire partielle pour la crypto. Il dit que quand Ripple a vendu les premiers tokens aux premiers investisseurs, ça c'est un security. Attention, ça c'est un security. Et ce ne serait pas le cas en Europe, mais aux États-Unis, ça c'est un security, parce que vous avez vendu à des gens quelque chose qu'on appelle un token, et les gens l'ont acheté parce que eux, ils voyaient uniquement la possibilité de faire un profit. Et ça, c'est un security. Par contre, à partir du moment où le même token a été mis publiquement en vente sur des exchanges, là, c'est plus un security. Et c'est ça la victoire de Ripple, parce que qui peut crier victoire ici? Ce sont les exchanges. C'est Binance, Coinbase, etc. Eux crient victoire. Parce qu'ils disent, ah ben voilà, quand Coinbase se fait attaquer, vous savez que Coinbase a été également attaqué par le gendarme financier américain, la SEC. Et Coinbase dit, l'affaire Ripple, pour moi, c'est du pain béni.
parce que même si les tokens qui sont listés chez moi sont considérés comme des securities au moment où ils ont été vendus aux premiers investisseurs, ils ne le sont plus à partir du moment où ils sont listés chez moi. Vous voyez que c'est pas simple non plus à comprendre ça. Hein. C'est parce qu'un même token, uniquement aux États-Unis, un même token va être au début un security et puis après. Oui, mais ça, c'est parce que Thibaut, effectivement, oui, moi aussi, j'ai lu, je me suis renseigné, effectivement, pourquoi au début c'est une security, donc un actif financier, parce que vraiment les investisseurs, les tout premiers investisseurs, ils ont eu affaire directement à l'entreprise Ripple. Donc, ils ont reçu le token directement de monsieur Ripple. Alors que moi qui ai acheté ensuite du XRP sur Binance, moi, je sais le vendeur est anonyme. Moi, le vendeur est anonyme. Exactement. Oui, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, moi, je vais faire une ICO. Je ne vais jamais plus vendre en direct. Je vais passer un accord avec Binance et les gros exchanges en disant, OK, je lance un projet, j'ai besoin de faire une levée de fonds, je lance mon token, je fais mon ICO, mais je ne la vends pas en direct, je la vends via vous. Ouais. En fait, ils la vendent à des millions de particuliers. En gros, c'est pas très cohérent, parce qu'elle est facilement contournable, cette loi. Non, c'est un très bon point. Et j'ai eu une réunion il y a quelques jours avec des avocats américains parce qu'on évoquait cette question. Parce que tu penses bien que nous, en tant qu'avocats européens, cette affaire nous intéresse aussi parce que nos clients, à un moment donné, ils veulent aussi vendre à des Américains. Et donc, les projets européens se disent la même chose. Ils disent, est-ce que je n'irai pas sur Coinbase, finalement? Est-ce que je n'irai pas sur Coinbase, lister mon token et le vendre aux Américains? Parce que ça reste quand même le plus gros marché en termes sur Binance, il y a ce qu'on appelle le Launchpad sur Binance, et Binance se spécialise dans le lancement de tokens en ICO, ICO Initial Coin Offering. Donc, Binance l'a compris depuis longtemps, ça. Ah oui. Et tous les exchanges aujourd'hui ont des Launchpads, en fait. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc, alors, ce qui m'a été répondu par les avocats américains, c'est que oui, probablement que oui, on peut faire ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est est-ce qu'on peut le faire tout de suite ou est-ce qu'il faut attendre X mois entre la vente initiale que tu auras faite, par exemple, uniquement à des Européens. Donc, l'hypothèse ici, c'est je fais une ICO, mais uniquement en Europe. OK? Je ne vends pas aux Américains. Et puis, j'attends 6 mois. Et 6 mois après, je vais lister sur Coinbase. Et ça, les avocats américains, ils m'ont dit ça depuis l'affaire Ripple, ça devrait marcher. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est un truc qui serait un peu trop du foutage de gueule pour la SEC, qui serait de dire moi, je veux tout de suite vendre sur Coinbase. Bien sûr. Je vais tout de suite vendre sur Coinbase. Mais est-ce que c'est pas un peu une technique manipulatoire? Parce qu'en fait, en gros, ils poussent les gens indirectement à vendre directement sur les exchanges. Et de l'autre côté, ils mettent la pression aux exchanges parce qu'on sait que s'ils pouvaient, ils feraient disparaître les exchanges. Est-ce que c'est pas un peu tuer la poule dans l'œuf? Non, l'œuf dans la poule. Ici, la SEC, si tu veux, la SEC, elle s'est quand même pris un revers ici. La SEC, aujourd'hui, elle est en guerre contre la crypto. Et son actuel président est farouchement opposé à la crypto, en tout cas veut la réguler d'une manière extrêmement stricte. Et les tribunaux, un tribunal ici n'a pas suivi l'avis de la SEC. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un vrai conflit institutionnel par rapport à la crypto, parce que il y a en fait 2 autorités aux États-Unis qui se disputent sur la régulation des cryptos. Il y a la SEC, que tout le monde connaît, et puis il y a une autre autorité qui s'appelle la CFTC, Commodity Futures Trading Commission, et qui, elle, estime que les cryptos ne sont pas des securities. Elle estime que les cryptos sont, sauf exception, sont des commodités, en fait. Donc comme du blé. Des marchandises, comme de la marchandise. Et qu'il faut le réguler, mais comme si c'était du blé. Il y a des bourses de blé. Elles sont régulées, mais elles ne sont pas régulées comme des bourses d'actions de société. Ouais, mais Thibaut, je te coupe parce que. C'est beaucoup plus léger. Est-ce qu'on peut dire, Thibaut, que. Et donc, c'est pas unanime aux États-Unis.
Mais justement, est-ce qu'on peut dire, Thibaut, pardon, je te coupe, que aux États-Unis, il y a deux problèmes. Donc, la première chose, c'est qu'il y a deux gendarmes, finalement, de la bourse, et que c'est classique dans des démocraties. On met toujours deux institutions pour faire le même travail. Comme ça, il y a des contrebalanciers. Ça, c'est autre chose. Et puis, tu dis le patron, là, Gary Gensler, donc le gendarme de la bourse, il veut pas détruire la crypto. Il veut reprendre le contrôle de la crypto. Il voudrait que la crypto-monnaie, qui est une merveilleuse technologie, ça, il en est d'accord, il la connaît très bien d'ailleurs, cette technologie, il voudrait que ce soit les banques traditionnelles et les BlackRock et compagnie qui gèrent la crypto. C'est ça qu'il veut. Justement, qu'est-ce que tu en penses, Thibaut? Donc les ETF Bitcoin, le fait que le Crédit Agricole fait une demande de pouvoir gérer des actifs numériques, on se rend compte qu'en fait les institutions, elles mettent un pied dedans de façon maladroite et discrète. Elles essayent d'être discrètes parce qu'elles ne disent pas vraiment on veut vendre de la crypto, mais bon, quand on dit je veux vendre des actifs numériques, est-ce que je peux avoir une autorisation? En gros, on voit bien vers où elles vont. Puis on se rend compte qu'en fait, de l'autre côté de l'Atlantique, de l'Atlantique, on tape sur le dos de Binance. Donc il y a des choses qui se passent quand même. Et est-ce que toi tu as l'impression que justement c'est ça qui se passe, c'est que les États veulent reprendre le pouvoir sur les cryptos et surtout veulent reprendre le monopole, c'est-à-dire la gestion complète, et donc bypasser, voire disparaître les exchanges. Est-ce que tu penses qu'à moyen terme, c'est l'ambition des États? Alors ça, c'est la tendance qui est naturelle d'un État, parce que ce qu'il voit, lui, ce sont d'être hypocrite. Ce qu'un État voit avant la protection des consommateurs et des citoyens, c'est les caisses, c'est ces caisses. Et les caisses de l'État, c'est la première préoccupation d'un État, concrètement. Et donc, les questions de blanchiment, de protection du consommateur, oui, sont importantes, mais elles sont en réalité au service de la transparence fiscale pour les États, de pouvoir taxer tous les flux qui interviennent. Et la crypto, c'est quand même pas à la base ce qui est le plus facile à taxer pour les États. Et donc, la tentation, elle existe partout, dans tous les systèmes juridiques, de contrôler la crypto pour renflouer les caisses de l'État. C'est une évidence. Après, il y a une deuxième dynamique qui est à l'œuvre et qui vient nuancer la première, c'est qu'il y a aussi des luttes de leadership entre certaines zones dans le monde et que l'Europe comprend qu'il faut réguler, il faut taxer, mais qu'il y a aussi une possibilité pour l'Europe de prendre un leadership dans une économie numérique, dans une branche de l'économie numérique, où jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'elle a été très victorieuse par rapport aux Américains. Et donc, on voit bien que ce soit la Commission européenne ou à Bercy, pour parler de la France, parce que la France, clairement, prend un leadership dans le domaine, clairement. On peut critiquer la France, c'est facile de critiquer la France sur sa bureaucratie, etc. Mais c'est un fait que la France a pris un leadership, en tout cas en Europe, a pris un leadership sur la crypto, c'est un fait. Justement, ouais. Détaillons. Ah oui, ça c'est très intéressant. Dis-nous en quoi la France a pris un leadership là-dessus. Si tu regardes l'évolution de la crypto en France sur les 5 dernières années, tu vois que d'abord la France a été le premier grand État européen à légiférer sur la crypto et dans un sens positif. Ah, c'est la loi Pacte, c'est la fameuse. Pas pour dire, ça a été même avant la loi Pacte. Ah bon, d'accord. Mais 2019. Même avant la loi Pacte, il y a eu ce qu'on appelle la loi Macron quand il était ministre de l'économie et qui a permis d'utiliser la blockchain pour gérer l'émission de tokens de mini-bons, ce qu'on appelle des mini-bons, qui sont des prêts, où là, c'était la technologie qui était mise à l'honneur, c'était pas la crypto, c'était la technologie. Mais ça a été un message très fort, parce que on parle ici de 2019, je crois. C'est ça, ouais. Déjà 2019, on est en 2023. Ouais. C'est super tôt par rapport aux autres pays, quoi. Ouais. Et donc, il y a eu vraiment un message très clair à l'époque qui était de dire on croit dans cette technologie, on veut prendre un leadership. Et donc, la France a donné également un signal à la Commission européenne. Et puis, il y a eu d'autres initiatives qui ont été prises en France, qui a mené à la loi Pacte avant tout le monde,
avant tout le monde, la loi Pacte reste aujourd'hui la première loi européenne d'un grand pays. Parce que vous pourriez dire, oui, il y a Malte, bon, oui, il y a des petits pays qui ont légiféré, mais dans les grands pays européens, la France a été le premier, et reste d'ailleurs le premier. Maintenant, il y a une loi européenne qui vient d'être votée, donc maintenant tout le monde est au même niveau. Qui s'appelle MiCA, M-I-C-A. Qui s'appelle MiCA. Donc MiCA met tout le monde au même niveau réglementaire pour ce qui est de la crypto centralisée, pas pour la crypto décentralisée, qui reste non régulée aujourd'hui, dans une large mesure, on va dire, pas rentrer dans les détails. Donc la France a pris un leadership. Elle a pris aussi un leadership, pas uniquement au niveau réglementaire, elle a pris aussi un leadership dans les champions industriels dans le domaine. Vous êtes nombreux à connaître Ledger, à connaître Sorare. Il y en a d'autres qui émergent. Il y a un écosystème de start-up et maintenant de TI, parce qu'elles sont certaines maintenant de grosse taille. ETI, entreprise de taille intermédiaire. Voilà, ETI, entreprise de taille intermédiaire. Il y a un vrai écosystème et c'est aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus important en Europe. Et puis, avec des acteurs, quand vous regardez comment l'écosystème se développe, vous voyez qu'il y a ce qui montre que le système est sain. C'est que vous avez des organisations représentatives qui sont devenues fortes et bien organisées, comme la DAN. Donc, c'est un secteur qui s'est organisé. La DAN, c'est l'association des actifs numériques. Voilà. Ouais. Vous avez le plus grand nombre de PSAN en Europe sont en France. Ouais. Et on a Paymium qui est le premier exchange. Oui. Et Paymium, c'est un précurseur exchange en Europe. Exact, oui. Mais c'est pas un très gros en termes de volume par rapport à beaucoup d'autres. La France n'a par contre pas de leadership dans les exchanges en termes de volume. Ça, c'est à venir, on l'espère. Mais par contre, il y a beaucoup d'autorisations qui ont été données par l'AMF, donc le régulateur français, à des startups qui souhaitent opérer une plateforme d'échange type Binance. Il y a, je crois, à peu près une cinquantaine d'autorisations qui ont été données et régulièrement, il y a des demandes. Donc, c'est vivant, c'est un écosystème qui est vivant. Et puis, un autre élément, c'est qu'il y a une intervention du secteur des VC et aussi de BPI France qui s'y met et où il y a de l'argent. Alors, on dira toujours qu'il n'y en a pas assez, mais il y a de l'argent. Il y a une culture VC qui se développe. On n'est pas aussi aventureux et audacieux qu'aux États-Unis, pas encore. Mais c'est un écosystème qui se développe et les conditions sont réunies pour qu'il se développe. Revenons sur ça, parce que ça c'est très intéressant, parce qu'on critique aussi beaucoup l'Union européenne pour avoir raté le train de l'Internet. Évidemment, tous les GAFAM sont américains, il n'y a aucun acteur européen. Et là tu dis, ok, l'Europe, on voit bien qu'il y a une régulation très avancée qui s'appelle MiCA sur les cryptoactifs, en essayant de définir tout ce que sont les cryptoactifs, comment on les taxe, comment on les déclare, etc. Ça, c'est vrai que ça marche bien, c'est bien avancé, plus qu'aux États-Unis, où là, effectivement, pour l'instant, c'est un peu le chaos. Le Far West, c'est le Far West. C'est le cas de l'île. C'est le Far West et le chaos. Mais toi, tu dis, c'est volontaire. Tu dis l'Union européenne. Alors, sur l'intelligence artificielle, il y a le IA Act aussi, où l'Europe veut se positionner sur l'IA, très en amont des Américains. Est-ce que ça, c'est une volonté politique? Parce qu'il n'y a pas d'union politique en Union européenne, soyons clairs. Il y a une union économique, mais pas très politique. Qui décide ça? C'est Ursula von der Leyen qui, le matin, se dit maintenant, je vais prendre la position dominante. Est-ce que c'est la France qui pousse l'Union européenne à dire médite les cocos, faut faire vite parce qu'on pourrait prendre une longueur d'avance sur les USA? Tu crois vraiment ça sur cette Union européenne? Tu sais, l'Union européenne, c'est une architecture qui est compliquée à résumer. Ça, oui. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, en fait, qui sont à l'œuvre, tu vois. Ouais, officiellement, c'est la Commission européenne qui propose les lois. Et que la Commission européenne, ça, c'est officiellement. Dans les faits, c'est plutôt le Conseil européen, en fait, qui est le vrai patron, parce que c'est les ministres compétents européens qui se réunissent et qui donnent l'orientation politique à l'Europe. Et donc, si lui est contre, ça va être compliqué pour la Commission européenne d'arriver au terme d'un processus législatif.
Donc toi, tu as de l'info parce que toi, tu es à Bruxelles. Je sais que tu rencontres aussi des groupes, des lobbies qui poussent là-dessus. Est-ce que tu as de l'info, genre, est-ce que les conseils des ministres européens poussent vers la crypto, poussent à prendre de l'avance? Est-ce que tu as de l'info là-dessus? Bah, Mika est quand même assez remarquable. Ouais. C'est assez remarquable. Alors, Mika ne fait pas sauter de joie le milieu de la crypto européen parce que généralement les acteurs de la crypto trouvent que c'est trop lourd pour eux. Mais objectivement, bon, moi j'ai tendance à être plutôt compréhensif par rapport aux gens de la crypto parce que ce sont mes clients. Mais en tant qu'avocat qui connaît les rouages du droit européen et des institutions européennes, c'était inévitable, totalement inévitable quand on arrive à une réglementation de ce type-là. Surtout pour des acteurs centralisés, parce que en fait, MiCA ne concerne que les acteurs centralisés. MiCA ne concerne que des Binance et autres, ou des Celsius ou des FTX, etc. Ils ont ça en tête quand ils régulent. Oui, des sociétés tiers qui vont offrir des services à des particuliers, mais qui sont des sociétés tiers qui vont gérer le risque. Oui, donc pour le régulateur, pourquoi est-ce qu'il ferait une différence entre eux et une banque? Oui, absolument, ça c'est clair. Pourquoi il ferait une différence? Vous détenez des actifs de clients, de tiers, et on doit vous faire confiance, et vous pouvez disparaître avec la caisse. Pourquoi est-ce que je vous régulerais de manière plus light que les acteurs de la finance traditionnelle? Tu peux pas échapper à ça. Ouais. Quel serait le seul argument qui permet, et c'est là où il y a eu une vraie discussion avec les institutions européennes, c'est l'argument, et qui souvent fait mouche à la Commission européenne, qui est de dire attention, c'est une innovation bonne pour l'économie européenne, et il faut donc être gentil au début avec elle pour pas l'étouffer au niveau réglementaire. Alors ça, c'est un très bon argument. Et ça a été que très partiellement entendu par la Commission européenne. Ça, c'est un argument politique. Ça, aux États-Unis aussi, tu as tous les élus du Congrès qui disent aux gendarmes, oui, mais arrêtez de taper sur la crypto parce que c'est de l'innovation, c'est des millions d'emplois à la clé, et c'est la garantie de ma réélection aussi au passage. Donc, et tu as raison, en Europe, il y a ça aussi. Et là, tu as un pas de danse, entre c'est normal que je les régule comme la finance traditionnelle, mais attention, il faut aussi que je me rappelle que c'est une innovation et que c'est donc beaucoup de start-up, et que les startups n'ont pas les épaules aussi larges que les banques pour soutenir une régulation hyper lourde. Tu vois, ce pas de danse-là, il n'est pas nouveau. Ça fait 20 ans que la FinTech existe. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Les néobanques, que la Commission européenne a adopté des réglementations en matière de FinTech. Et ce pas de danse-là, il est toujours compliqué. Toujours. Mais si maintenant on se met vraiment à la place du consommateur, pas comme les politiciens qui disent qu'ils le font mais qu'ils ne le font pas. Si vraiment on prend du recul et on se met à la place du consommateur et qu'on pense de façon bienveillante à son intérêt, est-ce que c'est pas normal qu'il soit régulé comme des banques? Oui, c'est ce que tu dis, Thibaut. Ça paraît normal. Alors, franchement, dans une finance, ou dans une crypto centralisée, oui, c'est normal. Parce que moi, ça me fait un peu rire, tous ces gens du Web3, ils sont super sympas, mais ils parlent toujours d'adoption, mais en fait, l'adoption, c'est quoi? C'est aller chercher le client lambda vers cet écosystème et le débancariser petit à petit. Ok? Mais moi, si je suis père de famille, que j'ai travaillé toute ma vie, que j'ai un peu d'économie, je ne vais pas me débancariser comme ça. Si on me parle un langage que je ne comprends pas, je ne vais pas aller vers un truc qui n'est pas régulé. Je vais pas... Donc, comment en fait, en tant qu'écosystème Web3, je vais être rassurant pour justement aller chercher cette adoption massive? C'est-à-dire que nous, dans le Web3, on est mal pris à cause de ça. C'est-à-dire que nous, on voudrait que la décentralisation joue à fond. Mais pour qu'elle joue à fond, cette décentralisation, il faut qu'il y ait un niveau d'éducation absolument important dans toute la population. Et ça va prendre trop de temps. Non, mais il y a deux choses. Il y a Bitcoin, qui est complètement décentralisé, il n'y a personne. Et puis, il n'y a personne à réguler, surtout. On va réguler qui? Oui, mais comme dit Thibaut, acheter du Bitcoin via un exchange, alors tu fais confiance à un tiers de confiance. Moi, ma position, elle est très simple par rapport à ça, et c'est du bon sens. Franchement, je ne suis pas en train de réinventer la roue. C'est à partir du moment où un acteur est dépositaire de fonds d'autrui. Qu'est-ce que tu appelles un acteur? Il est comme une banque. Une société qui détient ton argent. Et voilà, il est comme une banque. Et donc, il doit être régulé comme une banque. C'est simple. Et
ce qui permet de faire la distinction avec la DeFi, avec la finance décentralisée. Mais justement, c'est là la subtilité. Tu dis qui détient. Mais moi, si j'achète du Bitcoin sur Binance et puis qu'après que je le mets sur ma clé Ledger, il n'a jamais joué que son rôle d'exchange. Donc, il m'a permis d'aller acheter. Le temps où ton Bitcoin était chez Coinbase ou chez Binance, il était détenu par Coinbase et par Binance. Ok. Et donc, c'est FTX. Hein. FTX, c'est ça. FTX, si FTX n'avait pas été un dépositaire centralisé des fonds des clients, il n'y aurait pas eu de problème. Oui, enfin, c'est plus nuancé que ça, parce que sur FTX, les gens ont laissé leur argent. Ouais, les gens l'ont laissé trop longtemps. Comme sur Bitcoin. Parce que l'argent était en réalité détenu par FTX. Alors attends, tu me fais penser à une question, Thibaut, je viens d'y penser maintenant. Combien de minutes, par exemple, j'achète du Bitcoin chez Binance, et au bout de 3 minutes, je le sors de Binance pour la mettre sur ma clé Ledger à l'abri, donc sur mon wallet. À partir de combien de minutes tu considères qu'un exchange devient dépositaire de mes fonds? Et c'est ce que je dis à mes apprenants. Je leur dis un exchange, c'est quand vous allez au Maroc, vous allez à l'aéroport et vous changez vos euros contre des dirhams. Et le temps de la transaction, vous récupérez vos dirhams, au revoir et merci. Et un exchange, ce serait de dire à l'exchange, les dirhams, j'en prends que la moitié, je vous en laisse la moitié chez vous, et je reviendrai dans 15 jours récupérer le reste de l'argent. Le régulateur ou le législateur, il va simplement se dire, est-ce que pendant ces 3 minutes, Bitcoin avait la possibilité de détourner les fonds Binance, oui, c'est ça. À son profit. C'est le régulateur, c'est ça qu'il va se demander. Mais donc, tu vois, c'est 3 minutes ou 3 ans. Oui, mais c'est ça, c'est là où la règle est impossible, parce que on devra nécessairement passer par un exchange pour acheter du Bitcoin. On doit nécessairement. Sauf si je te l'achète à toi, Thibaut, ou à Claudia. Non, tu ne dois pas nécessairement. Il y a d'autres manières. Tu peux passer par la finance décentralisée pour pouvoir acheter et revendre des Bitcoins. Tu peux même maintenant avoir des... Et tu as maintenant aussi MetaMask, qui est donc un portefeuille décentralisé. Hein. Tu peux détenir toi-même tes cryptos et c'est pas détenu par un tiers. Tu peux acheter maintenant des cryptos avec carte de crédit. Alors, le système de carte de crédit, il est centralisé. Exact. D'accord. Ouais. Mais à aucun moment, la crypto que tu achètes n'est détenu par un tiers. Oui, tu as raison. Il y a un système comme Mon Pèlerin aussi, qui est un système suisse. En Suisse, tu as Mon Pèlerin. Ouais. Et donc, c'est possible. Ça se développe de plus en plus. C'est pas obligatoire de passer par des exchanges centralisés. Oui, mais encore une fois, on ne parle pas d'adoption massive, là. Tu parles de gens qui maîtrisent la chose et qui savent de quoi ils parlent. Aujourd'hui, ce n'est pas une adoption massive parce que, effectivement, je ne sais plus quels sont les derniers chiffres, mais peut-être encore 90% de la masse de crypto qui circulent passe par des exchanges. Mais voilà. Moi, mon perso, mon père. Centralisé, des choses centralisées. Moi, perso, mon père, par exemple. Il entend parler de crypto chaque fois qu'il m'a au téléphone, chaque fois qu'il a Benjamin au téléphone. Je pense qu'il est convaincu, mais il ne va jamais aller sur un exchange. En revanche, si sa banque lui propose du Bitcoin, il va y aller. Évidemment, vous allez dire, c'est pas la même génération. Donc, est-ce que l'adoption est synonyme de décentralisation? Ça, c'est toute la question de fond. C'est une bonne question. Alors, aujourd'hui, tu pourrais dire que non. Aujourd'hui, si la Société Générale, je cite la Société Générale parce que c'est la plus avancée en France en matière de crypto. Exact. Ouais. Si la Société Générale demain disait, écoutez, je vais faire un livret A en crypto, je vais vous permettre sur votre appli de la Société Générale de pouvoir convertir à partir du même écran de la crypto à partir de votre compte bancaire. Et vous pourrez gérer et vous aurez une appli où vous verrez Bitcoin, Ether, etc., votre compte bancaire, votre livret A, etc., tout ça sur la même. Tu as quoi, 5 millions de personnes du jour au lendemain qui vont basculer dans la crypto? Oui, bien sûr. Quelque chose comme ça. D'accord. Oui. C'est pas délirant de dire que ça va être une adoption massive. C'est pas délirant. Et c'est ça. Aujourd'hui, ce serait ça, l'adoption massive. Et c'est ce que les banques préparent. Moi, j'ai la conviction que c'est ce que les banques préparent. C'est ce que tu viens de dire. L'adoption massive, aujourd'hui, elle doit passer par les banques. Dire que l'adoption massive, aujourd'hui, passe par la finance décentralisée, c'est du rêve. Là, je vois, nos audiences ont chuté, là, à cette seconde, parce que tous les gens du Web3 vont quitter le podcast. Restez, je vous assure. Non, mais c'est un rêve. C'est aussi un rêve pour moi, parce que
il y a quelque chose d'extrêmement séduisant, je dirais même philosophiquement, dans le fait que la finance centralisée se développe. C'est un peu pour ça qu'on a envie de faire de la crypto. Quand on aime vraiment la crypto, si on n'aime pas la finance décentralisée, c'est qu'on n'aime pas la crypto, quoi. C'est ce qui nous pousse. C'est qu'on aime la finance, traditionnelle qui a trouvé un nouveau actif spéculatif, mais on n'aime pas la crypto. Mais nous, on donne des formations, justement, avec Claudia, des formations finance décentralisées, parce que notre moteur, c'est de convaincre les gens de devenir leur propre banquier, de comprendre comment ça se passe, et de devenir autonomes et indépendants avec leur argent, ce qui est une révolution. Et sur la finance décentralisée, il est normal qu'il y ait une réglementation différente. Il est normal pour moi, il est normal qu'il y ait une réglementation adaptée. Il serait anormal que le régulateur, comme c'est la tendance actuelle, disent je veux réguler la DeFi comme je régule la finance ou la crypto centralisée. Non. Mais ça, ce n'est pas aujourd'hui de là que viendra l'adoption massive sur les cryptos. Bon, en tout cas, Thibaut, on doit arrêter là parce que sinon, je pense on parlait à des heures, mais nous, on voulait surtout dans cet épisode donner une compréhension très globale de ce qui est en train de se passer en termes de régulation. Je te remercie beaucoup parce que pour moi, ça a été vraiment très clair. Et surtout de la classification de ces cryptos, vers quoi on va. Est-ce que derrière, il y a de la manipulation ou justement, est-ce que c'est à travers ça, est-ce que c'est les cryptos qui s'installent comme une lame de fond dans notre quotidien? Oui, donc il y a encore plein de choses qui vont se passer. Je pense qu'on pourra refaire des épisodes, parce qu'en tant qu'avocat, c'est vraiment toujours intéressant d'avoir ton avis. On mettra les liens pour retrouver Thibaut Verbiest, qui est très actif sur LinkedIn, ça je sais. On peut aussi retrouver ton actu là-dessus. Et on peut peut-être parler de son livre. Alors, ce podcast n'est pas sponsorisé, pour ceux qui se poseraient la question. Ouais, on n'a même pas reçu un livre gratuit, d'ailleurs, de Thibaut. Non, c'est vrai, d'ailleurs, on devrait... C'est honteux, ça. C'est honteux, vraiment. Donc, tu peux l'avoir donné, je suis désolé. Tu peux peut-être nous parler 2 minutes de ton livre. Donc, oui, vraiment 2 minutes, c'est très simple. J'ai coécrit ce livre avec mon comparse, c'est le deuxième livre qu'on écrit ensemble, Alain Van Gelderen, qui est aussi d'ailleurs mon éditeur au passage, qui s'est passionné pour la crypto depuis 3 ans, il est devenu même mineur, d'ailleurs, c'est assez amusant. Et on a coécrit ce livre avec juste l'intention d'avoir un ouvrage très pratique. Donc, c'est pas un ouvrage juridique. Il y a évidemment des astuces juridiques ou des conseils juridiques, mais c'est d'abord un livre grand public, écrit plutôt dans un style journalistique, et qui est vraiment dirigé vers les personnes plutôt un peu boursicoteurs à la base, qui aiment bien s'aventurer dans ce type d'investissement, mais qui ne connaissent pas la crypto. Et ce livre s'appelle comment ? Trop risqué les cryptos. Point d'interrogation. Trop risqué les cryptos, point d'interrogation, renaissance du livre. Et donc, c'est de A à Z, c'est le mode d'emploi, on va dire, pour s'aventurer, parce que ça reste une aventure, c'est s'aventurer dans la crypto. Je mettrai le lien dans la description, j'ai déjà mis d'ailleurs, et je mettrai aussi le lien vers ton cabinet, qui est à Paris et à Bruxelles. Donc, et ton site internet évidemment. Merci de nous avoir écoutés. Nous avons une newsletter gratuite que vous retrouverez sur notre site web. Oui, tout à fait. Donc nftbusiness.tech, le temps qu'on le bascule sur technoimpact.tech. Mais c'est un peu de boulot tout ça. Et c'est moi qui me tape tout ce boulot, donc ça prend un peu de temps. Merci pour votre écoute précieuse. N'oubliez pas pour ceux qui veulent, on donne des formations. Donc, Benjamin donne des formations en finance décentralisée. Et moi, j'ai monté une formation en IA, figurez-vous. Et je pensais monter ça en side project en me disant, ouais, je vais me faire un truc facile vite fait. Et j'avoue que je suis un peu étonnée positivement de vos réactions. Par le succès de cette formation. Donc c'est plutôt chouette. Donc du coup c'est plus du tout un side project, ça me prend pas mal de temps, mais c'est la preuve que vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus et que vous voulez intégrer ça dans vos workflows. Donc n'hésitez pas. Thibaut, merci beaucoup pour ton temps. Avec grand plaisir. Et voilà. Et on se retrouve très bientôt à Bruxelles. Merci à toi. À très bientôt. Bye bye.